Benvenute e benvenuti a questo. Bienvenue à toutes et tous à ce séminaire Penser et faire la scienza ensemble. C'est une occasion particulière et je suis très heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue pour la première fois à l'ambassadeur de France, Monsieur Martin Briance, qui vient d'arriver à Rome en sa qualité d'ambassadeur et je le remercie de sa présence. Je vais donner la parole à Monsieur le professeur Giorgio Parisi pour la présentation. Alors, je me rallie aux remerciements faits par le président de l'Académie. Je suis très heureux de constater que cette série de rencontres se poursuit. Ces rencontres sur penser et faire la scienza ensemble. Ces rencontres sont, à mes yeux, particulièrement importantes dans la mesure où elles nous permettent de voir également les liens existants entre nos deux pays. Des liens qui existe également entre l'Académie de Lincei et le Palais Farnèse. Et Michel-Ange avait conçu un pont pour relier les deux bâtiments. Et donc, j'espère que ces rencontres qui ont été lancées sous l'impulsion de M. Brunori de la classe des sciences se poursuivront. Ces entretiens s'adressent au grand public. Leur but est d'analyser toute une série de problématiques liées à la science, que ce soit des problèmes scientifiques ou des réflexions sur la manière de faire la science et le rôle de la science dans la société. Ces rencontres sont donc très utiles. Je tiens à vous remercier, en particulier le président Franck Dain d'être avec nous et les différents rapporteurs, ainsi que Marco Cattaneo, qui a accepté d'être modérateur de notre rencontre d'aujourd'hui. Merci. À tous et mes excuses de m'exprimer en français. J'aimerais beaucoup maîtriser l'italien pour le faire en italien, mais ce n'est pas le cas. Je voudrais, messieurs les présidents, monsieur l'ambassadeur, m'associer à ce que Giorgio Parisi a dit pour dire du côté de l'Académie des sciences à quel point on est content que ces événements continuent. Il faut voir que c'est quelque chose qui existe depuis 35 ans, puisque ça a été, la première convention a été signée en 88. J'ai signé le dernier avenant il y a 3 ans. On recommencera l'année prochaine parce que je pense que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et le titre même de ces rencontres et de ces dialogues qui sont pensés fare la scienza ensemble dit bien l'ambition qui est affichée, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois une ambition collective, une ambition de collaboration, puis une ambition internationale, et en particulier des rapports d'amitié et de travail qui existent entre nos académies en France et en Italie. Alors, c'est vrai que cette année, on aura la chance d'avoir le dialogue entre de personnalités de nos académies sur des points qui sont de grande actualité, parce qu'en fait, quand on parle de collaboration scientifique et de collaboration internationale, il y a aussi une dimension de collaboration qui est de dire que la science doit exister en lien étroit avec la société, avec les enjeux de société, avec les grands problèmes qui nous traversent, et la science du coup se remet elle-même en question dans ses propres pratiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je pense que ça va être au cœur des discussions qu'on entendra tout à l'heure. Puis un autre message aussi qui est que on sait que la science se fait avec tous et toutes, et souvent avec plus toutes que toutes, tous que toutes, et c'est toujours aussi un point important de défendre le fait que, y compris dans des disciplines que l'on appelle de sciences, disons STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, il est notoire que souvent il y a des sous-représentations féminines pour des tas de mauvaises raisons, et avoir aussi des exemples et des rôles modèles qui sont donnés par des scientifiques comme Laure et Annalisa ce soir, je pense, c'est aussi une motivation pour faire avancer la science ensemble dans tous les sens du terme. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Grazie. Signor Presidente.
Merci. Monsieur le Président, illustre membre de l'Académie de Lincei, personnalité académique, c'est un grand honneur. C'est un honneur pour moi que d'être là en ma qualité d'ambassadeur de France en Italie pour ouvrir cette conférence organisée en collaboration entre l'ambassade de France, l'Accademia Nazionale dei Lincei et l'Académie des sciences. Un pont entre Palais-Farnèse et la Villa Farnèse n'existe pas. Néanmoins, cette initiative est un pont jeté entre nos deux pays. De nombreuses années se sont écoulées depuis que l'ambassade de France, avec l'Accademia Nazionale dei Lincei, avec les professeurs Brunori, puis Giorgio Parisi et l'Académie des sciences, ont lancé cette belle initiative, ce cycle de conférences Penser et fare la scienza ensemble. Au Palais Farnèse et au Palais Corsini, pas moins de 8 conférences se sont déroulées qui ont vu la participation d'académiciens éminents italiens et français. La dernière rencontre avec le professeur Giorgio Parisi et le professeur Patrick Flandrin en 2022. Cette initiative est particulièrement utile à un moment où nous assistons à une méfiance croissante de la part de l'opinion publique à l'égard de la nouveauté qu'apporte la science. Et donc, aujourd'hui, il faut nécessairement donner la parole aux scientifiques. Il faut que les scientifiques instaurent un dialogue avec la société, partagent leur savoir avec le plus grand nombre, rendre de la valeur à la connaissance scientifique. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, notre approche à la science est-elle durable, reflète l'engagement partagé de nos deux pays pour poursuivre une recherche scientifique qui puisse accroître les connaissances, mais qui puisse également avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Une recherche scientifique susceptible de tenir sa promesse de rendre notre monde un lieu meilleur. Je remercie de tout cœur les deux rapporteuses, Madame Annalisa Mehta et Laure Saint-Raymond, qui vont traiter ce thème qui revêt une actualité brûlante. Nous avons tous entendu parler des derniers développements dans le secteur de l'intelligence artificielle, par exemple, et des tensions entre ceux qui sont soucieux d'un développement trop rapide et incontrôlé de cette technologie et ceux qui, à l'inverse, sont très optimistes vis-à-vis du développement technologique. Eh bien, ces oppositions existent et elles ont toujours existé dans bien des domaines de la science et de la technologie. C'est pourquoi il faut nécessairement entretenir un dialogue ouvert entre les scientifiques et la société. Cette conférence d'aujourd'hui a été organisée en collaboration avec ISMA, laboratoire Hypatia de sciences mathématiques, un laboratoire italo-français né en 2021, fruit d'une coopération étroite entre le CNRS et l'Institut national de hautes études mathématiques. Je remercie le professeur Thierry Paul de l'ISM pour son aide précieuse pour cette conférence et pour d'autres initiatives qui ont été organisées pendant cette semaine, une semaine consacrée aux mathématiques. En fait, Laure Saint-Raymond a rencontré lundi avec deux autres collègues mathématiciennes, Alessandra Sarti et Isabelle Indelli, les étudiants du lycée français Chateaubriand. Mardi et mercredi,
il y a eu une belle conférence ici même au Palais Corsini autour de la personnalité de l'astronome mathématicienne grecque Hypatia. Et nous avons accueilli ce matin au Palais Farnèse un séminaire de mathématiques appliquées. Avec cette semaine des mathématiques, nous avons donné la priorité à des marchés pour des projets de recherche. Et nous avons voulu apporter notre modeste contribution à la réalisation de cette matière cruciale et fondamentale de beaucoup de disciplines scientifiques et technologiques. Je tiens à exprimer une fois de plus ma gratitude à l'égard de l'Accademia Nazionale dei Lincei qui nous accueille aujourd'hui et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à toutes et tous. Je ne reste pas debout, je m'en excuse. Alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir demandé de modérer et d'animer cette rencontre qui s'annonce très intéressante dans le cadre de ce cycle de conférences entre l'Italie et la France. Il s'agit, à mon sens, d'un moment de fraternité entre nos deux pays et nos deux manières de faire la science. Le titre de notre rencontre est « Notre approche de la science est-elle durable ?» Nous allons donc approfondir ce thème, mais je voudrais tout d'abord vous parler de nos deux invités. Un grand merci à Annalisa Buffa et à Laure Saint-Raymond. On commence par Laure Saint-Raymond, professeur de mathématiques à l'Institut de hautes études scientifiques et auparavant à l'École normale supérieure de Lyon. Elle a reçu de nombreuses reconnaissances, dont le prix de la Société mathématique européenne, le prix Irène Joliot-Curie et le prix Fermat. Elle a été en outre élue à l'Académie française des sciences en 2013. En 2015, elle est entrée à l'Académie européenne et à l'Académie nationale des sciences en 2022. Madame Saint-Raymond, quel est votre domaine de recherche? Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi vous vous occupez? Alors, bonjour, je m'excuse aussi de ne pas être capable de parler en italien. Je vais vous présenter rapidement. Donc, je suis mathématicienne, mais j'ai un intérêt depuis longtemps pour la physique. J'ai mis beaucoup de temps à me décider entre ces deux disciplines. Donc, du côté des maths, mes centres d'intérêt sont entre l'analyse et les probabilités. Et du côté de la physique, entre la mécanique des fluides et disons la physique statistique. Voilà, donc je peux peut-être donner rapidement deux exemples de problèmes qui m'intéressent. Un problème qui est un problème tout à fait, je dirais, abstrait, qui est de comprendre le lien entre différents niveaux de modèles. Donc par exemple, si vous prenez le gaz qui est dans cette pièce, vous pouvez soit regarder le mouvement de chacun des atomes. Alors ça, on sait très bien écrire les équations, enfin presque très bien, mais par contre, ça en fait beaucoup et on ne sait pas en faire grand-chose une fois qu'on les a écrites. Ou alors on peut utiliser des modèles statistiques ou alors des modèles fluides. Et après, il y a une question qui est naturelle, qui est de savoir est-ce que tous ces modèles prédisent la même chose, dans quel sens ils sont des bonnes approximations les uns des autres. Voilà, donc ça c'est une question qui est toujours en filigrane dans tous mes travaux. Et puis j'ai une composante un petit peu plus appliquée ou en tout cas un petit peu plus tournée vers la géophysique. Je m'intéresse notamment à la question du mouvement des océans quand ils sont sous l'effet notamment de la rotation de la Terre et puis un petit peu aussi de la stratification voilà, qui est liée à la température. Voilà, donc c'est mes deux domaines quelque part d'intérêt. Mais après, je suis curieuse et j'aime bien aussi discuter de plein d'autres choses. Grazie professoressa Saint-Raymond e allora la stessa cosa, facciamo una breve descrizione del curriculum della professoressa Annalisa Buffa, che è una matematica italiana, docente di matematica all'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, insignita del premio Bartolozzi nel 2007 e del premio Collas nel 2015, ha ottenuto borse di studio europee, i grant europei, uno starting grant nel 2008, un advanced grant nel 2016,
anno in cui è divenuta membro dell'Accademia Europea, ma soprattutto è accademica dei Lincei e membro straniero dell'Académie des Sciences, quindi unisce tutti e due i paesi in qualche misura. Professoressa Buffa, qual è il suo ambito di ricerca? Tout d'abord, bonsoir à tous. J'ai une formation, je suis ingénieur et j'ai eu une maîtrise de recherche en maths et j'ai toujours eu une position, comment dire, entre les sciences de l'ingénieur et les maths. Je m'occupe de simulation numérique. Cela signifie que je voudrais être en mesure d'utiliser l'ordinateur et d'instruments de calcul pour la simulation des équations qui décrivent la physique. Eh bien, être en mesure de faire calculer à un ordinateur des situations physiques très complexes est un problème immense qui touche tous les domaines des sciences. Je me suis occupée également de champs électromagnétiques, être donc en mesure de faire des simulations rapides et soigner des champs électromagnétiques. Les méthodes numériques que j'ai écrites ont été appliquées à la conception d'antennes ou encore d'autres applications, y compris dans le domaine de l'aviation. Et il y a des schémas écrits par les mathématiciens et qui sont ensuite utilisés dans différents secteurs, que ce soit des secteurs des sciences, de manière, comment dire, dans le monde scientifique ou encore dans le monde de l'industrie ou de l'innovation au sens large. Récemment, je m'occupe de projets interdisciplinaires. Et là, je m'efforce d'interagir de plus en plus avec les autres sciences. Par exemple, j'interagis avec les groupes qui s'efforcent d'obtenir la fusion, donc de parvenir à concevoir un réacteur à fusion nucléaire et qui voudraient assurer un digital twin de leur réacteur. Cela signifie pouvoir utiliser un ordinateur pour faire une simulation en temps réel du fonctionnement d'une machine, d'un dispositif, et donc simuler toute la physique de la machine, mais également simuler la façon dont celle-ci vieillit ou la manière dont et enfin, construire et concevoir des conditions de fonctionnement d'une manière numérique pour pouvoir optimiser le fonctionnement du réacteur. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je appartiens à un groupe interdisciplinaire auquel je fournis mon apport en tant que mathématicienne. J'écris des algorithmes de calcul qui soient infaillibles. Merci, Madame Buffa. Je pense que le moment est venu d'entrer dans le vif du thème. Notre approche à la science est-elle durable? Le premier thème qui nous est venu à l'esprit pour comprendre quels pouvaient être les aspects à traiter, eh bien, c'est la quantité des publications. Je vais prendre un exemple. Pendant la pandémie de COVID, au cours des 6 premiers mois de 2020, une revue importante, Nature, a estimé que plus de 25 000 articles peer review avaient été publiés, plus en quantité immense sur medRxiv. Aucun département universitaire, je ne parle pas d'un prof ou d'un chercheur, mais aucun département universitaire aurait pu lire et métaboliser et digérer tout cela en l'espace de 6 mois. Le COVID-19 était une situation d'urgence. Le nombre de publications était immense, mais en réalité, le taux de publication ne cesse d'augmenter dans tous les domaines de la recherche, à tel point qu'il est difficile, voire même impossible, d'avoir une trace de tout ce qui se passe, y compris dans un petit secteur. Alors, je pars de là, Madame Saint-Raymond. Parlons de ce problème. La difficulté, dans une certaine mesure, d'assurer, d'une part, la qualité et de l'autre, la reproductibilité de la recherche. Alors, c'est effectivement une vraie question que moi, je voudrais envisager sous 2 angles aujourd'hui. Le premier, c'est est-ce qu'on est capable d'assurer la qualité de cette recherche
Donc, la raison de la multiplication du nombre d'articles, elle vient d'une part du fait que la communauté augmente, le nombre de chercheurs augmente au travers du monde, et d'autre part, je pense que le nombre d'articles écrits par chercheurs augmente aussi. Alors, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que si on écrit plus, globalement, soit on écrit moins bien, c'est-à-dire on passe moins de temps à soigner la rédaction d'un article, soit on passe moins de temps à y réfléchir, et donc je dirais l'incrément scientifique, la nouveauté, la créativité est plus faible. Et puis il y a une autre, donc voilà, il y a cette première question, c'est est-ce que en publiant toujours plus, quelque part l'auteur d'un article assure la même qualité d'article, et je pense que la réponse est non à cette première question. Et après il y a une deuxième question qui est normalement le principe selon lequel fonctionnent nos communautés scientifiques, et que un article, le fait qu'il soit correct et évalué par d'autres chercheurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi. Donc c'est ce qui s'appelle le peer review ou le système d'expertise. Mais un article, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas du milieu académique, mais quand un chercheur écrit un article, eh bien, il y a toute une phase où il est relu par d'autres spécialistes du sujet et puis par d'autres gens qui sont moins spécialistes du sujet. Donc, ceux qui sont moins spécialistes donnent un avis sur le fait que c'est quelque chose qui peut intéresser une communauté qui est plus qu'un ou deux chercheurs. Et les spécialistes sont censés voir si le contenu est correct. Donc, dans le cas des maths, c'est très clair ce que ça veut dire. C'est est-ce que la preuve est juste ou pas juste? Est-ce que, avec ces hypothèses-là, sans exagérer, juste par un raisonnement logique, on arrive bien au résultat qu'on annonce. Donc, comme les articles deviennent très techniques, c'est aussi une conséquence du fait que on a moins de temps pour réfléchir. On fait des choses qui sont pas forcément aussi originales, mais souvent plus techniques. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des articles ne sont pas vérifiés. Et ça, pour moi, c'est vraiment une vraie question. Comme éditrice, je vois bien que c'est aujourd'hui essentiellement impossible de trouver des gens qui veulent faire sérieusement ce travail d'évaluation des articles. Donc ça, c'est très embêtant. Ça veut dire qu'on est en train de construire quelque part un corpus de connaissances qui n'est pas vérifié. Donc on ne sait pas très bien quel est le statut. D'un côté, on a des théorèmes qui semblent être des théorèmes, puisqu'il y a des gens qui prétendent les avoir démontrés. Et d'un autre côté, personne n'a pris le temps de vérifier les choses. Donc ce constat, il est assez pessimiste. Peut-être que, quelque part, c'est pas très constructif de dire ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelque part, pour améliorer ce système. Donc je pense qu'il y a déjà quelques... Mais je pense qu'Annalisa va en parler. Il y a eu un engagement fort, je pense, enfin une incitation forte à publier des articles de meilleure qualité. On verra que c'est lié aussi à l'évaluation des chercheurs. Mais je pense qu'il y a quand même toute une réflexion à avoir sur le système de peer review. Par exemple, une chose simple, c'est que, je ne sais pas comment on peut compter ça, mais il faudrait qu'on évalue au moins 2 ou 3 fois plus d'articles ou 4 ou 5 fois plus d'articles que ce qu'on écrit. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est très loin. Grazie, professeur. Merci, professeur Saint-Raymond, parce que vous avez évoqué un thème fondamental pour la science d'aujourd'hui. D'une part, la qualité de la peer review et le fait que la peer review, parfois se fait dans certains magazines. Je ne peux pas parler des magazines prédatoires parce que ce serait un sujet trop vaste. Mais en même temps, il faut dire, professeur Bouffe, nous sommes confrontés à un système qui aujourd'hui prévoit l'évaluation de la recherche, y compris pour garantir des avancements de carrière. Surtout en Italie, c'est un sujet très important. Donc, la loi Publish or Perish, qui date du siècle dernier, est une loi qui est encore plus valable aujourd'hui. Au point de vue de l'évaluation de la recherche, comment affronte-t-on, comment aborde-t-on cette question? Eh bien, nous nous trouvons là dans un domaine très privilégié, nous, parce que les maths sont des sciences exactes. Donc, on est capable d'écrire un article, un énoncé, un théorème, vrai ou faux,
Mais normalement, on devrait tous être d'accord, hein, et ça pour les mathématiques. Évidemment, il y a des domaines, il y a des secteurs où la situation est beaucoup plus opaque que ça. Et surtout, dans ces domaines, il s'avère fondamental d'avoir l'évaluation de la qualité de la recherche, la qualité des résultats établis dans un article. Là, on parle d'articles, mais évidemment, ce qui est écrit dans les articles correspond aux découvertes scientifiques. C'est ceux qui créent des outils plus ou moins technologiques. On a cité l'intelligence artificielle, donc des résultats, qui est le résultat d'articles scientifiques qui ont été plus ou moins vérifiés par le système de peer review évoqué par Laura. Et puis, il y a le sujet, le thème de l'évaluation. Moi, j'étais présidente du comité d'évaluation de mon école, une des écoles les plus importantes en Europe, une école d'ingénierie. Ma mission était de décider si, oui ou non, un individu pouvait devenir professeur associé ou si un professeur associé pouvait devenir professeur ordinaire selon la hiérarchie universitaire italienne. Évidemment, le type de dossier que nous considérons comme étant idéal, entre guillemets, pour un candidat, influence le comportement du chercheur lui-même. Et donc, mon point de réflexion consiste à dire que peut-être si nous voulons véritablement briser cette loi de publish or perish, nous devons nous concentrer davantage sur la qualité. Et pour ce faire, nous devons changer ces exigences qui existent par rapport à chaque chercheur, afin qu'il puisse avoir des avancements de carrière. Moi, je vois beaucoup de tentatives de parvenir à ce résultat. L'Europe a passé l'accord de Doha. Nous essayons de dire qu'il ne faut pas utiliser ou considérer les indicateurs Freddy, qu'il faut considérer le contenu des articles. Donc, nous devons surtout être capables de dire à chaque chercheur comment ils sont évalués, qu'ils ne sont pas évalués sur la base du nombre d'articles ou de projets qui aboutissent ou d'interactions avec l'industrie qui aboutissent, mais qui sont évalués du point de vue de leur contribution scientifique. Et donc, il faut établir des critères, des paramètres pour cette évaluation. Selon moi, c'est ce que la communauté scientifique est appelée à faire au jour d'aujourd'hui. C'est absolument urgent. Un travail extrêmement contraignant et onéreux compte tenu de la grande quantité de publications qui existent. Donc, un travail très intense. La reproductibilité évoquée par la professeure Saint-Raymond est aussi un thème fondamental. Vous en parlez dans le domaine des mathématiques. Moi, je m'occupe de sciences de la vie. Eh bien, dans ce domaine, la plupart des travaux sont des travaux expérimentaux qui exigent un très grand nombre, d'efforts pour les reproduire. Dans le domaine des sciences humaines, une recherche publiée il y a quelques années nous dit que la grande majorité de travaux dans le domaine de la psychologie ne sont pas reproductibles. C'est impressionnant. Compte tenu de cette situation, professeur Saint-Raymond, à la fin, que reste-t-il de cette grande production scientifique? Comment peut-on faire la part des choses, donc séparer les choses importantes ou bonnes des mauvaises? Comment la science peut-elle être encore une fois un grand projet collectif et pas seulement la somme de tout un tas de petits éléments individuels? Ce sujet a été abordé hier par Patrick Flandrin lors de son exposé dans ce colloque dédié à Hypatie sur la question en fait de la transmission. Ce qui est essentiel, en fait, si on fait de la science, on ne la fait pas juste pour soi tout seul. Et donc, il y a un moment où la question est qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre? Qu'est-ce qu'on peut transmettre d'ici 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut transmettre d'ici 10 ans ou dans une génération? Ça me semble être quelque part un fil conducteur, en fait, pour notre réflexion sur justement cette production, quelque part, qui est surabondante. Il y a trop de choses. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on consolide ces connaissances?
Alors, je vais essayer d'être un petit peu moins pessimiste que je l'ai été dans ma précédente intervention et je voudrais peut-être citer quelques initiatives que je trouve intéressantes dans cette direction. Donc, il existe en France depuis longtemps un groupe qui s'appelle Nicolas Bourbaki, qui est un collectif. Donc c'est important que c'est un collectif, c'est pas juste une personne, un collectif de mathématiciens qui ont décidé, alors d'une façon peut-être qu'on peut juger trop pointilleuse sur la méthodologie, mais en tout cas l'idée, je trouve intéressante, c'est d'essayer de repérer dans tout ce qui se produit quelque part des travaux qui introduisent vraiment quelque chose qui est des concepts nouveaux ou une approche originale ou des ponts entre différentes disciplines. Et donc le principe de ce séminaire, qui a aussi des actes qui sont écrits, c'est que les travaux justement sur un thème comme ça, qui peuvent être les travaux d'un auteur ou une série de travaux de plusieurs auteurs, donc voilà, mais disons un résultat important, est réécrit par quelqu'un d'autre. Et je trouve que ça c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que plusieurs personnes ont réfléchi, même une fois qu'on connaît la solution quelque part, on sait qu'un théorème est juste, on réfléchit à l'écrire différemment, à le penser différemment, à introduire éventuellement des simplifications. Donc quelque part pour moi c'est vraiment cet aspect de digestion, de ruminer quelque part un résultat, de le faire, voilà, de l'intégrer finalement au patrimoine commun, qui fait que c'est possible de le transmettre. Donc concrètement, il me semble que c'est une initiative qui est à généraliser. Il y a aujourd'hui beaucoup de journaux qui publient beaucoup d'articles, mais j'apprécie aussi l'initiative de notamment la Société européenne de mathématiques, qui a toute une branche qui est dédiée aussi à des surveys, à l'idée de se dire de temps en temps il faut s'arrêter, de faire toujours des choses nouvelles, d'aller toujours plus vite, plus loin dans toutes les directions, et puis de se dire finalement est-ce que sur un thème qui a beaucoup bougé sur 10 ou 20 ans, on peut s'arrêter, se poser et écrire finalement ce qui émerge de tout ça. Je pense que cette prise de recul, ce qui introduit aussi une autre temporalité en fait dans la recherche, parce que un survey, on n'écrit pas ça sur ce qu'on a fait les 6 derniers mois. Je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment dans ce sens de la transmission, de s'arrêter, de faire le point et d'orienter quelque part la recherche vers le futur et pas juste vers la carrière des chercheurs individuellement. Donc pour moi, c'est vraiment un travail qui est important. Je trouve que c'est un travail aussi qui pourrait se faire au niveau individuel. C'est-à-dire que, alors on le fait un petit peu quand on doit faire effectivement écrire un rapport d'évaluation, mais je pense que de se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 dernières années? Est-ce que je peux écrire même que 2 pages et puis l'écrire à l'intention aussi, je ne sais pas si on reviendra sur cette question aussi de la diffusion, mais l'écrire à l'intention, pas que des gens qui ont exactement la même formation que moi. Donc, aussi élargir, diffuser vers un public plus large. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait par chaque chercheur aussi individuellement, de se dire, bon, j'ai publié, je ne sais pas, 50 articles, mais de tout ça, finalement, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a changé la donne? Je pense que si, à la fin, dans sa vie, on arrive à se dire, j'ai démontré 3 résultats qui ont vraiment changé la donne, je pense que déjà, on a fait une très, très belle carrière. Grazie, professoressa Saint-Raymond. Merci, professeur Saint-Raymond. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais en même temps, il y a des aspects qui méritent d'être approfondis au point de vue pratique et concret. Une chose intéressante que vous avez évoquée concerne la consolidation de la recherche, un travail qui devient plus difficile quand on a affaire à des travaux interdisciplinaires. C'est un aspect qui concerne le travail mené par la professeure Buffa. Et puis, il y a un autre sujet très important, c'est-à-dire le partage, la mise en commun des données. Oui, bon, ce que Laure a dit est très intéressant, évidemment, parce que des travaux de surveille
exige qu'on prenne le temps de regarder ce que l'on a fait pour les encadrer à nouveau. C'est un travail très utile, c'est un travail que les chercheurs font de moins en moins. Et par contre, le chercheur scientifique devrait le faire s'il souhaite faire un pas en avant. Parfois, pour faire un pas en avant, il faut reculer, faire un pas en arrière pour ensuite rebondir. Je vis dans un milieu qui interagit avec les autres sciences. Eh bien, je ressens sur moi le poids parce que je dois apporter la connaissance mathématique. Parce que souvent, dans la salle, je suis la seule mathématicienne. Donc, on se tourne vers moi et on me dit, Annalisa, qu'est-ce qu'on fait là? Et parfois, j'ai la réponse. D'autres fois, je n'ai pas la réponse. Comment on peut éviter l'instabilité du système discret qui fait exploser le calcul? Parfois, je connais la réponse et parfois, non. Donc, je me rends compte que moi, j'amène la connaissance que j'ai. Et puis, si la communauté avait fait le même effort sur un problème donné en faisant un pas en arrière, en écrivant un survey, en prenant toutes les composantes, tous les résultats obtenus, si on avait pu quelque part faire la synthèse pour extraire les résultats qui ont changé la donne et qui ont véritablement été innovants, et qui sont dignes d'être connus des gens comme moi, parce que moi, j'ai le rôle de transmettre la connaissance mathématique au profit des autres disciplines, au profit des univers avec lesquels je travaille. Eh bien, donc, je ressens clairement le fait que cette prolifération d'articles peut être un problème. J'ai du mal à suivre tous les résultats qui sont obtenus parce que parfois, ce sont des résultats techniques ou tout simplement, ils sont trop nombreux. Donc, il n'est pas évident d'avoir toujours une connaissance, y compris superficielle, mais globale, par exemple, des méthodes numériques pour résoudre un certain type d'équation. C'est compliqué parce qu'il y a ce bruit de fond, parce qu'il y a cette prolifération de chercheurs et surtout qu'il y a cette prolifération de conférences nationales, internationales, laboratoires, ateliers et j'en passe. Donc, le gros problème, la grande question que je pose est la suivante. Les mathématiques sont fondamentales pour le développement des sciences. Les mathématiques sont fondamentales dans ce sens et nous devons être à mesure d'écrire des théories, des modèles de ceux qui nous entourent, les systèmes biologiques ou qu'il s'agisse de réseaux neuronaux, en comprenant pourquoi ils fonctionnent bien ou ils fonctionnent mal. Nous devons injecter des connaissances mathématiques. La question que je me pose est de savoir si cette connaissance existe quelque part. Mais le problème, c'est qu'elle est trop éloignée de l'usager pour pouvoir avoir un impact. Si la connaissance mathématique a été développée par quelqu'un qui n'a pas une vocation à créer une interface des mathématiques avec les autres sciences, cette connaissance demeure oubliée et avant de le découvrir à nouveau, ça prend des années. Alors ma question est de savoir combien de fois inventons-nous à nouveau la roue? Trop souvent, peut-être. Il serait vraiment intéressant si la communauté scientifique prenait le temps et le calme, le temps de créer des bases de connaissances communes. Ces bases font défaut en présence de cette prolifération, donc des bases de connaissances communes. Les physiciens nous ont fourni nombre d'exemples dans l'histoire pour ce qui est des connaissances communes. Et maintenant, je passe au partage des données. Et une chose importante, par exemple, dans certaines applications
auxquels je participe, il y a d'un côté les modèles mathématiques et de l'autre les données. Par exemple, les données médicales de patients où nous nous efforçons d'écrire des modèles mathématiques pour étayer la décision du médecin. Eh bien, les données médicales ne viennent que d'un hôpital qui recueille les données d'une certaine manière. Et l'hôpital, pour avoir les données médicales anonymes de l'hôpital d'à côté, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et parfois, donc, il y a le problème d'une base commune de connaissances concernant, d'un côté, les résultats des mathématiques, et cela relève de notre responsabilité, et de l'autre, j'aimerais voir une base de connaissances sur une science donnée qui se développe vers le partage et la transparence des données scientifiques. Données qui pourraient être utilisées par des collectifs différents au niveau mondial pour pouvoir trouver des solutions à un problème scientifique, mais des solutions reposant sur l'utilisation de données que nous ne pouvons pas obtenir sur place, faute d'un laboratoire ou pour un tas de raisons. Mais si nous pouvions utiliser les données d'un autre laboratoire, les données d'un autre hôpital, si nous pouvions rassembler, en ce qui me concerne, les données de plusieurs hôpitaux et que je pouvais recevoir, au lieu de 300 données de 300 patients, les données de 4000 patients, mon travail serait tout à fait différent et je suis convaincue que nous pourrons offrir aux médecins un outil tout à fait différent. Et alors, j'estime que le partage des données, la capacité d'écrire des données de manière qu'elles soient compatibles, utilisables par plusieurs groupes de recherche, eh bien, c'est une approche qui se développe, qui est en train de se développer d'une manière quelque peu chaotique, mais il y a des disciplines qui le font depuis toujours, d'autres disciplines qui ne l'ont jamais fait, d'autant plus que dans certains cas, il y a l'enjeu, ce sont les intérêts économiques qui se cachent derrière les données. Alors, la question que j'adresse à la communauté scientifique est d'être en mesure de faire la part entre les intérêts économiques et le développement des sciences, de manière à pouvoir accélérer le développement de la science, qui est de notre intérêt, à tous, de tous. Réagir rapidement à ce que vient de dire Annalisa pour aller dans cette direction-là. Je pense que finalement, ce problème à la fois de publier trop et de pas assurer forcément la qualité, et que ce soit en termes de maths ou d'applications ou de données, pour moi, il y a quelque chose qui est sûrement pas politiquement correct à dire, mais tant pis. Je crois que quelque part, pour moi, dans l'idéal des sciences, on est dans un projet collectif et on cherche à aller tous dans le même sens. Et donc ce travail de synthèse, finalement, il est très naturel. Mais aujourd'hui, la façon dont la communauté scientifique fonctionne, c'est pas celle-là. On est dans un système qui est très compétitif. Donc, c'est compliqué parce que évidemment, si on est dans une compétition, partager les données, c'est compliqué. Si on est dans une compétition, on a toujours intérêt à aller plus vite pour être sûr d'aller plus vite que le voisin. Si on est dans une compétition, et donc quelque part, on ne changera pas ce paradigme si on n'arrête pas de penser en termes de compétition à la place de penser en termes de collaboration. Et ça me paraît à la fois un point qui est essentiel et un point qui est très compliqué parce que l'écosystème de la recherche, il est international et donc il faut faire avec toutes les sensibilités, toutes les cultures. On ne peut pas changer, on ne peut pas juste dire nous, la France et l'Italie, on a décidé de procéder autrement. Maintenant, on va travailler tous ensemble, on arrête la compétition, on change les systèmes d'évaluation. On ne peut pas faire ça parce que de toute façon, on travaille dans un monde où il y a aussi les États-Unis, la Chine. Et donc, voilà, je trouve que c'est important de dire aussi qu'on est tiraillé entre peut-être l'idéal qu'on a de la science, qui pour moi est un idéal clairement collectif. C'est-à-dire on n'est pas là pour montrer qu'on est plus fort que le voisin, on est là pour ensemble avancer.
et la réalité où en fait on n'a pas complètement la main sur le système parce qu'il nous dépasse de beaucoup. On parlera peut-être aussi de publications ouvertes, ou je sais pas, on parlera sûrement d'autres choses, mais je trouve que c'est important de voir qu'à la fois il y a une responsabilité évidemment individuelle des chercheurs, de se dire bon, bah, si ma carrière est faite, j'ai peut-être pas besoin de continuer à publier trop vite, tant pis, je peux perdre beaucoup de temps, et puis c'est très bien comme ça. Donc il y a une question de responsabilité individuelle, mais il y a aussi une responsabilité de notre système en général. Et c'est pas très clair de savoir comment on a des leviers sur ce système, parce qu'il est très international, très global. Io farò... Prego. Farò un piccolo fuori programma. Alors, je vais faire un petit détour. Et on a soulevé un thème très important, le caractère interdisciplinaire. Votre domaine d'activité, ce sont les mathématiques, c'est le swahili des sciences, la langue franche qui unit toutes les sciences, mais en même temps, l'une et l'autre, vous avez affaire à la recherche dans des domaines très différents l'un de l'autre. Il y a également un problème de langage entre les différentes approches des sciences en vue, dans la perspective de ce partage, très rapidement. Si, certo. Oui, il y a un problème de langage. Et un mathématicien est fier de dire que le seul langage, ce sont les mathématiques. C'est quelque chose que nous portons, un langage commun où il faut attirer les autres. Et donc, de ce point de vue, les mathématiques jouent un rôle fondamental. D'autant plus que les mathématiques, quand les problèmes sont écrits dans un langage mathématique, on en reconnaît les similitudes. Et c'est un des rôles fondamentaux des mathématiques dans les applications, du moins dans les applications que je connais. Est-ce que, Madame, vous souhaitez ajouter quelque chose, Madame Saint-Raymond? Je trouve que c'est une question qui est compliquée. À la fois, moi, j'ai choisi de faire des mathématiques parce que pour moi, c'était un langage qui avait cette particularité d'être concis et précis. Et donc, je trouve que c'est une façon de décrire aussi le monde qui nous entoure. Moi, j'ai cette appétence pour la physique, donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très universel dans les mathématiques. Et en même temps, je constate aussi, moi je dirige depuis 3 ans un institut qui s'occupe des maths pour la planète Terre, donc qui rassemble à la fois des gens qui font de la physique, alors de la géophysique, des sciences du climat, des gens qui font de la biologie, de l'écologie, qui travaillent sur la biodiversité, et puis des gens qui font des sciences sociales, qui étudient aussi les questions d'adaptation, etc. Et je vois bien que autant les maths et la physique sont liés depuis très longtemps, et donc et je pense de plus en plus, c'est-à-dire que plus la physique a avancé, plus quelque part les concepts de maths qui ont été développés pour cette physique ont évolué et sont des concepts abstraits. Donc je pense qu'il y a vraiment une avancée main dans la main de la physique et des maths qui s'inspirent l'une l'autre. La biologie, c'est plus compliqué. On voit bien qu'il y a des thèmes de la biologie ou sur la biologie, typiquement sur les questions de propagation d'épidémies, donc tout ce qui est épidémiologie, sur ce qui est flux sanguin, ou sur même les neurosciences. On voit que les mathématiques touchent un petit peu, on arrive à encore décrire des choses avec des mathématiques, mais plus après on va vers les sciences sociales, plus peut-être c'est un projet à très long terme, mais aujourd'hui, on a quand même des difficultés. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais voilà, je dis que la réalité aujourd'hui de cette interdisciplinarité, c'est qu'elle est à construire en fait. Elle n'existe pas vraiment. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il reste du travail à faire. Grazie. Et adesso passiamo... Passons maintenant à un thème délicat
s'il en est. C'est un thème dont il est beaucoup question. On en parle beaucoup plus par rapport au début du siècle. L'intérêt pour ce thème a augmenté ces dernières années jusqu'à devenir paradoxal. Quand on parle de diversité, d'inclusion, égalité de genre, égalité des races, mais surtout brassage, mélange de visions culturelles. Madame Saint-Raymond, jusqu'à quel point la diversité dans les sciences est-elle importante? Pour moi, la diversité est importante pour favoriser la créativité. Quelque part, plus on a de façons différentes de réfléchir à un même problème, plus on a de pistes pour trouver des solutions, et plus aussi, finalement, je trouve qu'en maths, où on travaille avec des objets très abstraits, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire que, en fait, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec les élèves du lycée français lundi dernier. Pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est quand on parle d'un objet, c'est quelle représentation on en a dans sa tête. Et d'une personne à l'autre, évidemment, cette représentation. Alors, si je vous dis une pomme, ça, tout le monde va avoir à peu près la même idée de ce que c'est qu'une pomme. Mais voilà, si je dis une intégrale ou si je dis des objets de plus en plus compliqués, ben, on va avoir chacun une représentation qui est très différente. Et je trouve qu'en confrontant ces représentations, en se laissant aussi bousculer par les représentations des autres, ben, quelque part, pour moi, c'est vraiment cette dynamique de faire toujours un pas de côté et de réfléchir aux choses différemment. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour imaginer des nouvelles solutions. Encore une fois, la recherche, c'est différent de l'exercice qu'on a au lycée où on vous donne un exercice, il faut trouver la solution. En fait, c'est vraiment la question, elle est de réfléchir différemment, de sortir quelque part de ce qui est tout tracé. Et quelque part, si on se retrouve tous pareils, ben, la probabilité qu'on sorte de notre schéma, elle devient très faible. Alors, on parle beaucoup de la question de la diversité de genre. C'est une diversité qui est importante. Je pense qu'on peut se regarder dans cette assemblée. On voit qu'il y a quand même un petit déséquilibre, je pense. Mais on peut se regarder aussi dans cette assemblée et regarder la diversité ethnique ou la diversité de milieu social. Et je pense que le constat est peut-être encore pire. Donc pour moi, il y a deux aspects en fait dans cette question de la diversité. Il y a que d'une part, je pense qu'on est attaché au fait que chacun puisse choisir ce qu'il a envie de faire. Donc il y a cette question individuelle de pouvoir aller faire de la science si on a envie de faire de la science, indépendamment de effectivement son genre, la famille dans laquelle on est né, des types d'études qu'on a fait. Donc ça, je pense que c'est important au niveau individuel, mais c'est important aussi au niveau de la science pour que les choses avancent. Je pense que c'est très important qu'on ait cette diversité aussi culturelle, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles quelque part les pays les plus développés ont vraiment un rôle à assumer aussi pour que la science se fasse aussi dans des pays où il y a moins de moyens, parce que ça apporte encore un regard neuf sur les choses. Moi, je crois beaucoup à cette fertilisation quelque part par des esprits très différents. Donc voilà, je pense qu'on parle beaucoup de la question de la diversité de genre. En fait, on en parle beaucoup, mais en fait, on a très peu de solutions, pour de vrai, ou que des mauvaises. Et par contre, on parle peu des autres formes de diversité. Voilà, je pense que on revient aussi sur la question de la transmission. Quelque part, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ouvre les portes, et non seulement on les ouvre, mais après, on encourage les gens, on les soutient pour qu'ils puissent vraiment faire des carrières scientifiques. Grazie. La professoressa Saint-Raymond a parlato di diversità di genere. Madame Saint-Raymond a parlé de diversité de genre. Elle a fait allusion au fait qu'on en parle beaucoup et que les solutions sont très rares, très peu nombreuses. Alors, Madame Beaufort, ces solutions sont peu nombreuses, mais sont-elles efficaces? Quel est votre point de vue sur ce thème? Entrons un peu dans le détail de ces solutions plus ou moins efficaces. Comme Laure vient de le dire, dans les pays les plus développés, on s'efforce d'améliorer
la diversité, de promouvoir la diversité de genre dans les universités. On s'efforce à tout le moins de prendre en compte la diversité au sens large. Et on arrive à des excès, à des extrêmes qui sont peut-être difficiles à comprendre dans notre monde. Notre Académie européenne n'a pas nécessairement les mêmes schémas de fonctionnement qui existent, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, la diversité ethnique et l'équilibre des ethnies a une valeur tout à fait différente dans leur culture, dans leur manière et la manière dont la société s'est développée aux États-Unis. D'autre part, les solutions sont rares et elles ne sont pas particulièrement glorieuses. Disons que nous sommes ici, il y a Laure et moi, nous sommes deux femmes mathématiciennes. Nous ne sommes pas nécessairement toujours entourées de femmes, notamment dans le domaine des mathématiques. Les femmes sont très peu nombreuses. Mais disons que Laura et moi, nous avons échangé à maintes reprises. Nous nous retrouvons en Europe parce que il y a très peu de femmes. Il n'y a que Laure, moi, et une poignée d'autres femmes, mais nous nous retrouvons dans différentes enceintes parce que nous sommes appelés à faire partie de comités d'évaluation. Je qualifie cela de discrimination positive, en ce sens que l'on s'efforce de créer des comités équilibrés. Et puisque il n'y a pas assez de femmes scientifiques, on fait appel toujours aux mêmes femmes pour avoir des comités bien équilibrés. Cela est une charge pour nous et c'est une responsabilité sociale également. Une responsabilité sociale que j'assume, que je suis heureuse d'assumer, mais les comités d'évaluation devraient être équilibrés du point de vue du genre, au lieu d'avoir la même charge que celle d'un collègue homme qui est à l'heure actuelle surreprésenté par rapport au niveau de la communauté scientifique. Il y a différentes phases. Il y a des pays, et je songe aux pays en développement, où il y a également des parts bien établies. Quand on ouvre des cours d'études, il y a des quotas pour les différentes ethnies, pour les femmes. Et il y a le numerus clausus. En Italie, nous avions songé à un nombre préétabli de femmes. Mais petit à petit, nous avons abandonné cette structure trop rigide pour aller vers la prise de conscience de l'importance d'avoir des personnes différentes, aussi différentes que possible, au sein d'un groupe qui est appelé à prendre des décisions, parce que de cette manière, nous savons, et cela est scientifiquement démontré, nous savons que les décisions sont prises beaucoup mieux par un groupe hétérogène par rapport à un groupe homogène. Mais l'Europe se trouve à l'heure actuelle, dans cette phase historique, se trouve en présence d'une discrimination positive à l'égard des femmes. Mais celle-ci est nécessaire parce que je veux être un exemple pour les étudiantes à l'université dont le taux d'échec est plus important que celui des hommes. Pendant la première année d'université, les étudiants qui arrivent sont très nombreux, 30% sont des femmes. À la fin de la première année, le taux d'échec des femmes est plus élevé que le taux d'échec des hommes. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas été en mesure d'aider, de leur assurer le soutien dont elles avaient besoin. Et elles se sont trouvées dans une impasse, dans une situation difficile. Mais qu'aurait pu faire l'université?
universités pour les aider, pour leur offrir le soutien nécessaire. Ce sont là des questions que nous devons nous poser. Et j'ai la responsabilité d'enseigner à la première année d'université, d'être un exemple également pour ces jeunes femmes. Et donc, la discrimination positive est gênante quand on la subit. Mais d'autre part, en Europe, en Suisse, en partie en France et j'espère en Italie, tel est le cas. Et petit à petit, nous allons vers une situation d'un plus grand équilibre. Et donc, les exigences des genres et de plus en plus la diversité des personnes qui peuvent faire une carrière académique, tout cela sera pris en compte par le système universitaire. Moi, j'ai un avis sur la discrimination positive qui est peut-être encore plus mitigé que celui d'Annalisa. En fait, quelque part, je pense qu'on est obligé d'en arriver là quand on s'y prend trop tard. C'est-à-dire quand on réalise que finalement on a un vivier qui est tellement petit qu'on est obligé de pousser des femmes, si effectivement si on parle de la question d'équilibre de genre, parce que sinon, si on fait les choses comme elles viennent, eh bien effectivement on aura un déséquilibre très important. Et pour moi, cette discrimination positive, elle a quand même deux problèmes majeurs. Donc, le premier qui a été évoqué par Annalisa, c'est la question du fait que, comme femme, on est surchargé d'activités. Voilà, donc c'est pas juste quelque part. Et puis la deuxième chose, c'est que y a quand même toujours cette question de la légitimité en fait. Toujours, on va se poser la question de savoir si on est là parce qu'on a des travaux qui sont reconnus ou parce que finalement il fallait une femme. Et donc ça, je pense que du coup, on n'arrive jamais à quelque chose qui est vraiment un équilibre de genre, parce que même à la même position, une femme qui sera là et un homme qui sera là, ben finalement, ils seront pas là dans le même état d'esprit. Il y en a un qui pensera qu'il est là parce que juste il a mérité d'être là, et l'autre qui sera là en se demandant pour quelle bonne ou mauvaise raison il est là. Donc, je pense que la discrimination positive, elle a vraiment beaucoup de... Alors peut-être qu'elle est nécessaire, mais elle a quand même beaucoup d'inconvénients. Et pour moi, la question, elle est pas spécifique à la science. On la retrouve dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, quelque part, la question de ces équilibres de genre et de la diversité en général, pour moi, c'est une question qui est liée à l'éducation, en fait. On trouve, je pense qu'on voit déjà des différences entre l'éducation des garçons et des filles. Je ne sais pas, en France, je crois qu'il y a des études qui montrent qu'à partir du CP, en fait, notamment par rapport aux maths, les filles et les garçons n'ont pas le même comportement. Donc, comme moi, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit génétique, eh bien, la seule chose que je peux en conclure, c'est que ces biais, en fait, il y a des biais inconscients et qu'ils sont tellement bien ancrés dans nos façons de faire qu'en fait, quelque part, les dés sont pipés depuis le début. Et donc, je pense que cette réflexion, quelque part, c'est pas forcément le bon niveau de l'avoir au niveau de la communauté de recherche quand on va recruter un professeur. En fait, on va pas recruter un professeur femme si de toute façon déjà on recrute dans un vivier où il y a que des hommes. Donc pour moi, la question, elle est vraiment depuis le début. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on analyse le fait que sur des trajectoires déjà chez des jeunes enfants ou des adolescents, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence fondamentale. En France, je pense que, et je reviens à ce que je disais avant, je pense que le fait que la compétition soit la règle fait une vraie différence entre les hommes et les femmes. Alors peut-être que je n'ai pas de preuves scientifiques de ça, mais je pense quand même qu'il y a une différence de comportement. Et voilà, donc d'avoir tout un système qui est fondé sur la compétition, je pense que ça nuit à la diversité. Grazie professoressa Sanremon, grazie da padre.
Merci, je suis père d'une adolescente, 14 ans, au lycée scientifique. J'ai quelques soucis de ce point de vue. J'ai constaté qu'il y a un très grand nombre d'études qui reconnaissent que dans notre Occident évolué et civilisé, il y a un a priori social, tant et si bien que les STEM sont apanage des hommes. Madame Bouffe voulait prendre la parole sur ce point. Parler de l'école est très intéressant, toujours. J'ai 2 garçons, donc je suis tranquille de ce point de vue. Moi, je vis en Suisse et la Suisse est un pays particulier. Du point de vue de l'équilibre de genre, elle est en retard de 30 ans par rapport aux autres pays. Le droit de vote est arrivé beaucoup plus tard. Vous étiez absente de l'Italie depuis longtemps, mais à l'école, il n'y a pas de compétition en Suisse. La structure scolaire n'est pas compétitive, mais en dépit de cela, des études montrent que les femmes ont tendance à être moins motivées à l'égard des études scientifiques. Mais au lieu de parler de femmes, là, il faudrait parler de couches sociales, parce que malheureusement, c'est à l'école primaire, c'est au collège français que l'on peut creuser les écarts entre les élèves, parce que il y a des élèves qui sont stimulés par leur famille, parce que ils ont des parents cultivés. D'autres viennent de familles moins favorisées et qui ont besoin d'une aide de la part de l'établissement scolaire ou des institutions. Là, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on peut jeter les bases de l'équilibre, non seulement de genre, mais surtout un équilibre au sens large. Et vu que la Suisse est un pays, nous faisons toujours des sondages, nous avons beaucoup de données, j'ai beaucoup de données en tête. Par exemple, nous rendons compte à l'université, nous avons parmi nos élèves, nos étudiants, il y a des élèves qui viennent de parents de familles qui n'ont pas fréquenté l'université et toute une série d'étudiants dont les parents ont fait des études universitaires. Et on peut se demander si ces 2 groupes ont les mêmes chances de réussite à l'université. Eh bien, la réponse est non. Ces étudiants n'ont pas les mêmes chances, même pas ceux qui sont arrivés à l'université. Ils n'ont pas les mêmes chances. Donc, il faut agir, intervenir sur les écoles pour créer des équilibres. Et là, il ne faut pas se contenter de parler de femmes, mais également d'équilibre, de support de la part des institutions pour les minorités, entre guillemets. Aujourd'hui, ce sont des minorités, mais demain, nous souhaitons qu'elles ne le soient plus. Particolarmente. Merci. Professeur Bouffe, vous avez évoqué la responsabilité sociale. Donc, on passe donc à un sujet, la responsabilité sociale, qui est de plus en plus important dans le milieu de la recherche. Beaucoup de développements scientifiques et technologiques concernent notre société et même notre vie quotidienne. L'Union européenne elle-même a considéré que la diffusion, le outreach, est un point central, y compris pour l'approbation des projets de recherche. Songeons, par exemple, aux effets de l'intelligence artificielle ou aux préoccupations liées à l'intelligence artificielle. Songeons aux biotechnologies, songeons au changement climatique. Bref, il y a tout un tas de sujets qui concernent tous les citoyens. Et la diffusion, le rayonnement, la capacité de parvenir aux citoyens avec une bonne information est fondamentale. Professeur Saint-Raymond, le outreach fait partie des principaux programmes de recherche.
quelle est l'importance du outreach, donc de la diffusion pour informer correctement les citoyens, et quelle est l'importance de cela pour les scientifiques, donc citoyens d'une part et scientifiques de l'autre? Alors, la première raison pour laquelle on a le devoir d'aller quelque part d'informer les citoyens de nos avancées et de nos difficultés, de ce qu'on fait, c'est que, en tout cas en France, et je crois qu'en Italie c'est pareil, nous sommes fonctionnaires et donc payés par l'argent du contribuable. Et donc, nous sommes considérés comme un service public. Qui dit service public dit que voilà, on a des comptes à rendre. Donc ça me paraît important de se souvenir que c'est pas exactement, c'est pas juste du mécénat, que l'État a trop d'argent et donc on donne un petit peu pour faire de la science. On est considéré comme un service public et donc on a des comptes à rendre. Alors après, c'est des comptes qui ne sont pas faciles à rendre parce que, comme on a dit tout à l'heure, la science est de plus en plus spécialisée, technique. Donc déjà, on a du mal à expliquer à notre collègue qui fait la même discipline, encore plus à un collègue qui fait une autre discipline. Donc il y a un vrai enjeu de savoir qu'est-ce qu'on peut transmettre et comment on le fait. Et qu'est-ce que ça apporte en fait aux citoyens. Donc pour moi, il y a plusieurs. Il ne s'agit pas évidemment d'aller expliquer ce qu'on fait tous les jours dans son travail, c'est juste impossible. Et puis ça n'a pas d'intérêt, je pense, pour le citoyen. Pour moi, il y a deux enjeux importants. Il y a un premier enjeu qui est que le citoyen comprenne ce que c'est que la méthode scientifique. Parce qu'après, il y a une question de confiance qu'il peut y avoir dans la communauté scientifique quand elle donne un avis. Donc on a parlé des questions climatiques, on peut parler de questions bioéthiques, on peut parler de questions d'énergie, on peut parler de plein de questions effectivement qui sont questions de société. Je ne crois pas qu'on peut arriver à un niveau de partage de la science qui permette à tout un chacun de se faire sa propre idée. Ça me paraît... ça me paraît un petit peu illusoire parce que le champ des connaissances est tellement grand que je ne crois pas que chacun peut avoir son avis sur tous les sujets. Par contre, ce qui me semble pouvoir être le cas, c'est que les gens aient suffisamment de compréhension de comment on arrive là, c'est-à-dire de quelle est cette méthode scientifique, comment on procède justement de toute cette question de l'évaluation par les pairs, c'est pas juste une idée avec j'aime ou j'aime pas, enfin voilà, de comprendre que finalement la science fonctionne pas de la même façon que les réseaux sociaux ou que voilà, pour moi il y a un vrai enjeu dans cette éducation de tous, pas que ceux qui sont ingénieurs ou qui ont une formation scientifique, mais un enjeu pour tous à comprendre finalement comment se construit cette connaissance scientifique, pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance, jusqu'où on peut avoir confiance. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'un résultat scientifique, souvent, il y a quand même une part d'incertitude dessus. Alors, en maths, normalement, pas trop. Mais enfin, dès qu'on commence à faire des statistiques, dès qu'on commence à faire des prévisions. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu éducatif à comprendre tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc, pour moi, c'est fondamental. Donc, l'année dernière, dans le cadre de cet institut des maths de la planète Terre, on a organisé une formation pour des journalistes. C'était très éclairant pour eux, je pense, et très éclairant pour nous, en fait, sur le degré de compréhension à la fois si je lis un texte, même scientifique, dans un journal, en fait, le degré de compréhension de ce que ça veut dire pour le journaliste et pour la personne qui lit aussi. Donc pour moi, il y a vraiment une question autour de la méthode scientifique qui permet peut-être de renouer le dialogue entre la société et la communauté scientifique. Aujourd'hui, on l'a vu dans la crise du Covid, la voie scientifique, c'est une voie parmi tant d'autres. Okay, donc bon, on peut y croire ou on peut ne pas y croire. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là. Et puis après, je pense qu'il y a un autre enjeu et qui me paraît important aussi, qui est un enjeu de juste la grandeur de l'esprit humain, de la curiosité, qui serait un enjeu de culture en fait, de la culture, la science qui fait partie de la culture, comme la peinture, l'architecture, la littérature. Voilà. Donc pour moi, il y a ces deux aspects qui sont importants. Et je dirais que dans nos actions de diffusion, et effectivement c'est la responsabilité de tous d'y aller, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que de mon travail je peux partager, est-ce que je peux partager les résultats ou est-ce qu'au moins je peux partager la méthode, est-ce que je peux partager l'approche. Moi j'aime beaucoup dire que ça me paraît très important de partager le fait que dans notre travail on passe 90% ou 95% de notre temps à se tromper.
et que c'est très important en fait qu'on avance en faisant des erreurs, que c'est pas grave de faire une erreur et que même c'est bien de dire qu'on fait des erreurs. Je pense que typiquement, alors, je sais pas comment c'est en Italie, mais en France, à l'école, faire une erreur, c'est ce qu'il y a de pire. Il vaut mieux se taire et rien dire plutôt que de faire une erreur. Et je pense que ça amène des comportements après sociaux qui font qu'il vaut mieux toujours s'enferrer dans son erreur plutôt que de dire ah bah oui je me suis trompé, c'est pas grave, je vais faire autrement. Donc voilà, pour moi typiquement de mon travail de scientifique, ok, c'est pas grand chose de dire ça, mais je pense que quand même ça change un certain nombre de choses dans la façon dont on peut vivre ensemble, de dire bah, finalement je passe 95% de mon temps à me tromper et c'est bien et j'avance comme ça. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. On peut partager aussi le fait que travailler à plusieurs, avoir l'autre qui a un regard... voilà, tout ça, c'est des choses, je pense, qui peuvent... des éléments de méthode scientifique qui peuvent aider tout un chacun, même s'ils ne sont pas scientifiques. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux aspects dans la diffusion, un aspect de culture, et je pense qu'il faut encourager d'avoir des musées aussi scientifiques, pas que des musées voilà, juste parce que c'est la curiosité. Je veux dire, il y a des choses qui sont incroyables aujourd'hui. Voilà, de l'échelle la plus petite à l'échelle la plus grande, les progrès de la science sont fascinants. Et puis, il y a la question de la méthode, qui, je pense, est très importante à transmettre. Grazie, professoressa. Merci, professeur Saint-Raymond. Depuis que je suis journaliste scientifique, et moi j'ai commencé il y a 30 ans, en Italie, l'offre d'informations en matière de sciences a énormément augmenté à travers des festivals de sciences, la création de musées interactifs, etc. La professeure Bouffe vit en Suisse, un pays où il y a un niveau d'éducation très élevé. Donc, nous, on a la chance de vivre dans des pays où il y a une offre très vaste dans ce domaine. Comment faut-il affronter le problème de la diffusion de la science là où il n'y a pas de culture scientifique, c'est-à-dire dans les pays en développement? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une approche propice à la diffusion de la connaissance scientifique pour promouvoir la démocratie auprès des citoyens de ces pays? Le micro de la professeure Bouffe n'est pas branché. Merci beaucoup. Merci. Je reprends, dit Madame. À partir de l'hypothèse de base sur laquelle on est tous d'accord, c'est-à-dire l'analphabétisme scientifique est un danger énorme, très grave pour la société parce que il peut, comme d'ailleurs l'analphabétisme tout court, c'est un danger pour la démocratie. Donc, l'analphabétisme scientifique devient de plus en plus dangereux pour les démocraties. Pourquoi? Parce qu'une population analphabète au point de vue scientifique a de moins en moins de contact avec la réalité qui l'entoure. Donc, des gens qui sont analphabètes comprendront de moins en moins la réalité, ce qui fait que ces personnes deviennent extrêmement fragiles. À mes yeux, ceci est vrai non seulement pour l'Italie, pour la France, pour la Suisse, mais ceci est vrai aussi à l'échelle internationale. Personnellement, moi, je mesure la responsabilité qui pèse sur moi, c'est-à-dire je ressens fortement la responsabilité qui consiste à regarder le monde dans mon université. Mon université peut fournir quelque chose au point de vue de la formation ou de l'éducation au profit de pays qui n'ont pas la même approche scientifique. Selon moi, comme l'a dit Laure, il faut être capable d'expliquer la méthode scientifique. Eh bien, selon moi, il est intéressant d'expliquer la méthode scientifique non seulement à travers les journaux à la population du pays, qui est le nôtre, mais il est tout à fait intéressant d'expliquer la méthode scientifique dans des universités où il y a une culture scientifique différente, une culture scientifique plus pauvre peut-être. Je crois que nous avons l'obligation, quelque part, d'amener notre approche scientifique, de faire en sorte qu'elle soit accessible, y compris pour tous ces élèves
qui n'ont pas la même chance que les élèves des PFL, mais qui sont tout aussi prêts à apprendre. Donc, je soutiens toutes les initiatives susceptibles de pouvoir faire en sorte que nos enseignements soient amenés vers des universités où il faut apprendre l'approche scientifique dont nous sommes porteurs ou que nous avons développé. Bref, je pense que le outreach, la diffusion, a cette dimension très importante et je pense que les institutions devraient s'en occuper de plus en plus. C'est d'ailleurs ce qu'elles sont en train de faire. Certainement, il y a un mouvement qui se développe aujourd'hui et je le salue avec une grande faveur. Donc, c'est une responsabilité sociale à l'échelle globale. Avant de donner la parole à l'assistance, je vais encore poser une question. Au départ, nous avons évoqué une question. Est-ce que notre approche à la science est durable? Notre approche à la science est-elle durable? Si on ne change rien, non. Si on ne change rien, en fait, on est dans une fuite en avant qui, je crois, peut pas continuer. Enfin, si, on peut continuer, mais on fait du vent, c'est-à-dire qu'on écrit des choses que personne ne lit. Enfin voilà, pour moi, si on continue comme ça, si on n'essaye pas collectivement de se discipliner, parce que c'est en fait la question, elle est une question de discipline, de se mettre des règles et un peu plus strictes, et puis de s'y contraindre. Et bien les gens, enfin aujourd'hui, moi, ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui publient de plus en plus et qui lisent rien. Donc qui ne prennent pas le temps d'essayer de faire la synthèse de ce qui existe. Donc voilà, ce que disait Annalisa, peut-être que pour la 50e fois, on peut publier la même chose, peut-être même la 50e fois la même chose fausse. De toute façon, comme personne ne le lit, c'est pas très grave. Donc voilà, on peut continuer à faire de la science comme ça, mais je suis pas sûre que ce soit souhaitable. Voilà, donc je pense que oui, il y a une vraie prise de conscience qui est nécessaire. Et encore une fois, je minimise pas la difficulté à changer les choses parce que on est une goutte d'eau dans l'océan de tout le système de recherche international. Donc on a peu de prise sur les choses, mais quelque part, si on n'essaye pas, à la place où on est, c'est-à-dire quand même parmi les scientifiques qui n'ont pas forcément besoin de prouver encore quelque chose. Enfin, en tout cas, on risque rien. On risque pas notre carrière. On risque si même ces gens-là ne prennent pas le temps de réfléchir et de se dire qu'on va essayer de trouver un système qui est plus collectif et plus axé sur la transmission, que ce soit vers les générations suivantes ou vers la société dans son ensemble, ben, on peut continuer à s'agiter, mais ça ne sera pas très efficace. Professoressa Buffa, cogliamo anche lo stimolo. Professeur Buffa, est-ce qu'il y a une autre approche à la science? Bon, disons que le tableau que nous avons devant nous, Laure et moi, c'est un tableau où il y a des chercheurs un peu essoufflés, n'est-ce pas, qui ont besoin de faire un certain nombre de projets, de publications, de collaborations industrielles, de brevets dans beaucoup de domaines pour pouvoir avancer dans leur carrière. Donc, c'est une optique très égoïste, mais qui en même temps est nécessaire parce qu'évidemment, nous avons tous et toutes nos besoins, nos attentes personnelles. Mais d'autre part, il y a... Donc, on est poussé par ces forces qui nous amènent à faire ce que nous faisons. Selon moi, il y a une façon différente de procéder, c'est-à-dire de modifier lentement le type d'attente de la part des chercheurs. Selon moi, on pourra réaliser cela
Et ça va se réaliser, ça va se faire de manière automatique, parce que effectivement, aujourd'hui, la recherche n'est plus le patrimoine de quelques centres savants, de quelques universités. Ce soir, nous nous trouvons dans l'Académie des Lincei, un centre de savoir historique ancien. Aujourd'hui, les centres du savoir, bon, ils ne sont plus concentrés dans les universités. Les centres des connaissances sont un peu partout, n'est-ce pas? Par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, on peut se poser la question de savoir où se trouve la recherche en matière d'intelligence artificielle. Je vous réponds, pas dans les universités. C'est pas dans les universités qu'on fait de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des centres de recherche qui fonctionnent très bien, où cette pression sur les projets, sur les publications, etc., toutes ces contraintes n'existent pas. Et les chercheurs sont beaucoup plus libres de développer leurs propres idées. Les chercheurs, évidemment, vivent dans un marché du travail plus sauvage qu'à l'université, mais en même temps, ils subissent moins de demandes. C'est un nouveau modèle qui est en train de se répandre. Si l'on parle d'intelligence artificielle, eh bien, la recherche scientifique se fait dans les grands instituts de recherche de DeepMind, mais ça ne concerne pas seulement l'intelligence artificielle, cela concerne aussi tout un tas d'autres domaines. Donc, la recherche scientifique n'est plus confinée aux universités, elle se trouve dans les grandes entreprises. Ça se développe dans tout un tas de lieux différents. Ceci amène un changement de perspective qui lentement arrive jusqu'aux universités. Les universités seront amenées à changer leur barème d'évaluation et, selon moi, nous allons vers un équilibre différent. Et j'espère qu'il s'agira d'un équilibre plus durable, plus viable. Cet aspect est très intéressant, c'est-à-dire la recherche scientifique qui, quelque part, se déplace entre les mains d'individus privés, donc d'entités privées, et donc des sociétés de la technologie de l'information qui ont fait des profits faramineux au cours de ces dernières années et qui peuvent donc faire des investissements que la plupart des pays en développement et la plupart des pays occidentaux ne pourraient jamais faire dans certains domaines. Et ça, c'est un autre sujet très important pour notre réflexion. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin du temps à notre disposition. Donc, je voudrais voir si dans l'assistance, il y a des questions, s'il y a des interventions. Mais d'abord, je remercie les professeurs Saint-Raymond et Bouffa pour cet échange très intéressant. Dopodiché, forse qualche minuto. Peut-être le professeur Parisi voudrait peut-être prendre la parole. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour poser des questions? Paolo Antolini, anthropologue, Université des Nations Unies, journaliste scientifique. Je voudrais tout d'abord vous dire merci. Merci à vous, merci à Laure, Annalise, Marco, et bien sûr, merci. Un grand merci au président Roberto Antonelli, Patrick Flandrin, Giorgio Parisi, toute cette équipe. Et puis, je voulais vous poser la question suivante. Quelle est votre vision de l'avenir? En fait, nous sommes tous d'accord là-dessus. J'ai suivi la nuit européenne des chercheurs avec la nièce de Madame Curie. Et donc, elle m'a dit qu'il existe un problème de compétitivité, que l'égoïsme règne et que cela porte atteinte à cet élan collectif. Des études philanthropiques, d'autre part, montrent qu'il y a une très grande générosité de la part de la communauté scientifique. Il y a donc une sorte d'ambivalence. Qu'en pensez-vous? Quel est l'avenir? Alphabétisation scientifique, philanthropie scientifique, pour être optimiste, ou l'inverse? Merci.
Moi, je crois qu'il n'y a pas d'avenir autre que collectif. Je crois que si on continue dans la compétition, on ne s'en sortira pas. Donc, la question pour moi, c'est plus est-ce qu'il faut attendre que le système s'effondre complètement pour reconstruire, ou est-ce qu'on est capable de s'en rendre compte un petit peu avant et de changer plus doucement en fait notre façon de faire. Mais enfin, alors peut-être que je suis idéaliste, hein, sûrement d'ailleurs, je suis idéaliste et parfois peut-être un peu trop absolue dans mes rêves, mais pour moi, par définition, en fait, la science, c'est un projet collectif. Donc on peut essayer de faire autrement, mais je ne crois pas qu'on aboutira. Donc je pense qu'à la fin, on va retourner vers quelque chose de plus philanthropique, de plus collectif, de plus généreux. La question, c'est est-ce qu'il faudra passer par un espèce de tunnel où on ne saura plus très bien. En fait, pour moi, c'est en fait la question qui est dessous, c'est la question du sens. C'est pourquoi est-ce qu'on travaille. Et moi, ça ne m'intéresse pas de travailler juste pour mettre un article de plus dans ma liste de publications. Enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait. Et puis, ça ne m'intéresse pas non plus même s'il y a du plaisir à trouver des nouvelles choses, ça ne m'intéresse pas de trouver des nouvelles choses si après, je peux le partager avec personne. Donc, quelque part, si c'est juste pour... moi, j'ai pas un tempérament d'ermite. Sinon, je vais vivre toute seule dans un monastère et ok, peut-être je peux continuer à faire de la recherche comme ça, mais fondamentalement, pour moi, le plaisir, il est à la fois de discuter avec d'autres, d'être dans la confrontation, l'échange, et puis à la fin, quand on a trouvé quelque chose, de le partager. Si on n'a pas ça, et ben quelque part, pour moi, il n'y a pas de sens. Et voilà, je pense qu'on a quand même tous besoin d'avoir du sens pour donner de l'énergie. Laure a donné la meilleure réponse qui soit, parce que, bien sûr, écrire un article que personne ne lira, alors j'écris quelque chose qui est vite oublié. Cela n'a pas d'intérêt pour personne. C'est quelque chose qui nous amène à modifier notre comportement. La recherche qui se fait sous des formes différentes dans les différentes disciplines nous amènera, nous conduira à changer dans une interaction qui va vers un plus grand partage. Moi, je suis optimiste, je suis sûr de cela. Moi, j'aurais répondu par une phrase que quelqu'un attribue à Niels Bohr et d'autres à un entraîneur américain de football américain, Yogi Berra. C'est une phrase apocryphe qui dit tout simplement qu'il est très difficile de faire des prévisions, surtout pour l'avenir. Massimiliano Desideri. Je suis un peu le mouton noir. Je n'ai pas complété mes études universitaires, mais j'étudie depuis toujours. Je m'intéresse à l'écologie, aux écosystèmes, la dynamique des systèmes complexes. Un point important qui est souvent négligé est le fait que moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup d'articles scientifiques, tout type confondu, via l'Internet. J'étais membre d'un groupe où il y avait également M. Parisi. Et maintenant, je trouve ces choses dans des pages Facebook, dans les pages de groupes de scientifiques américains. Et je lis beaucoup de choses. Ma question est la suivante. Je viens d'une famille, mes parents n'avaient pas étudié, ils étaient très intelligents, mais ils n'avaient pas étudié. Et nous ne sommes pas tous les mêmes. Les intelligences sont différentes. Une intelligence basée sur la méthode scientifique est une intelligence rationnelle.
qui a un fondement, mais il y a d'autres types d'intelligence. Je l'ai constaté quand je me suis rendue dans les écoles dans le cadre d'un projet, un modèle sur les changements climatiques basé sur la coopération pour améliorer, je parle de l'an 2000, hein, pas aujourd'hui, donc la collaboration pour améliorer le monde. Si les acteurs ne collaborent pas, c'est la catastrophe. Mais mes prévisions ne sont pas importantes. J'ai écrit quelque chose à propos de la manière d'envisager une manière d'ouvrir davantage les sciences, également à des personnes comme moi, à des moutons noirs, où les choses ne sont pas évaluées sur la base des publications, mais évaluées par des personnes, donc une peer review, mais également quelque chose qui permette une évolution. Il faut donc abolir la compétition, promouvoir la collaboration. Il faut s'efforcer d'avoir une approche, une manière de communiquer différente, parce que le modèle scientifique, qui est très important, et je suis tout à fait pour les sciences. Non. Oui, c'est une considération et une question. Moi, je fais des considérations. Je m'interroge pour savoir s'il y a une réponse à cela. Merci. Merci. Il y avait encore 2 questions, mais on m'a fait signe que nous devons clore. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions à nos 2 oratrices. Je remercie l'Académie des sciences, l'ambassade de France, l'Académie nationale des Lincei, Madame Saint-Raymond, Madame Buffa pour cette belle soirée. Et je vous souhaite une bonne continuation de soirée. Merci.